Cerveau non disponible, à la base, c'était une page qui existait déjà avant le mouvement des Gilets jaunes. Elle est née quelques années avant, et c'était une personne toute seule, que je ne citerai pas parce qu'on est dans l'anonymat, qui avait décidé de répertorier des contenus de différents médias alternatifs pour les mettre un petit peu en valeur. Et cette page a commencé à devenir assez importante à partir du mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire que la personne qui gérait cette page à la base toute seule a commencé à chercher des informations du côté des milieux autonomes, du côté des milieux liés un petit peu à ce que certains pourraient appeler l'ultra-gauche ou l'antifascisme. Et en fait, il y avait quasiment rien. Il faut savoir qu'on était un petit peu tout seul. Quand je dis moi je faisais pas encore partie de cette page-là, du coup, comme vous l'avez compris. Et du coup, le fait de s'être positionné là-dessus, d'avoir une ligne politique où déjà, avant de juger, de dire que c'était un mouvement fasciste, parce qu'on a beaucoup entendu ça, c'est-à-dire que les gens ont vu des drapeaux tricolores, et ils se sont dit inconsciemment que c'était un mouvement fasciste aussi parce que l'extrême droite a appelé, alors que c'était un soulèvement de pauvres qui en avaient marre de payer et qui ne se sentaient pas responsables de devoir payer une taxe au nom de l'écologie. Suite à ça, la page a commencé à être très très vue parce qu'elle a aussi donné des conseils sur les manières de manifester, sur les manières de se défendre juridiquement. Ça, c'était des terrains sur lesquels on était quand même un petit peu habitué à lutter contre la répression. Et puis on s'est dit surtout que c'était un des plus beaux mouvements politiques qu'on voyait, c'est-à-dire que le fait de ne pas avoir de chef, de se structurer, de s'organiser sur les ronds-points, d'avoir des blocages logistiques. Et du coup, au fur et à mesure, plusieurs personnes ont rejoint cette page et c'est devenu une page qui a commencé à créer du contenu d'elle-même. Des photos, des vidéos, à suivre les manifestations, à rédiger des articles, tout en gardant une dimension participative. C'est-à-dire que des gens peuvent nous envoyer des informations ou des choses qu'ils souhaitent relayer, et des fois on le fait. On continue à garder cette ligne-là. Alors par contre, on faisait attention à ne pas filmer les visages, généralement. Et ce qui nous a rassemblés, c'est qu'en fait, tous, autant qu'on est dans l'équipe de Cerveau non disponible, on a rejoint ce mouvement immédiatement. D'abord pour porter un jugement dessus, en se disant parfois, on ne sait pas trop ce qu'on va y trouver, mais c'est des gens qui se révoltent, il faut quand même y aller, écouter ce qu'ils ont à dire. Et puis finalement, cette puissance et l'effervescence que ça a créé derrière nous a tous convaincus d'en faire partie autant qu'acteurs. Autant qu'on est, on a participé directement à ce mouvement sur les ronds-points. C'était quand même de dire qu'en fait, nous, quand on y allait, on avait entendu beaucoup d'a priori, comme quoi c'était des gens racistes, parce qu'il y a eu effectivement quelques faits divers. Mais en fait, nous, ce qu'on a vu, c'était surtout des gens qui souffraient, que les revendications d'extrême droite n'avaient pas vraiment leur place dès le début de ce mouvement-là, et du coup, qu'en fait, imposer une ligne qui était quand même très ouverte et pas condescendante, en fait, pas d'être dans le purisme militant, etc., et être juste un petit peu ferme sur la question du racisme, c'était quand même très important. C'est-à-dire que notre participation à ce mouvement-là, elle rentre dans la lutte des classes, mais elle a aussi quand même une connotation antifasciste derrière. Il y a effectivement eu un énorme mouvement social suite à un tabassage d'un producteur de musique qui s'appelle Michel Zecler, il y a environ 2 ans. C'est-à-dire qu'en fait, il sort de studio et il se fait littéralement tabasser par la police avec des insultes négrophobes, racistes à la clé, etc. Et en fait, ça intervenait pile pendant une loi qu'on appelle la loi de sécurité globale, dans laquelle l'article 24, stipulait qu'il était interdit de filmer la police. Cette loi de sécurité globale, elle comprenait aussi plein d'autres choses, à savoir l'utilisation des drones pour ficher les manifestants et tout un tas de mesures liberticides. Mais le fait que cette personne se soit fait tabasser a créé un mouvement spontané qui a été très impressionnant parce qu'en plus on sortait directement de la crise du Covid. Et on s'est retrouvé avec des centaines de milliers de personnes dans toute la France, voire peut-être 1 million de personnes dans la rue, c'était très important. Pour le moment, on a encore le droit de filmer la police. Il y a d'ailleurs une application qui existe, qui a été créée par nos amis d'Urgence Notre Police Assassine, qui permet de répertorier et d'enregistrer une vidéo, parce que parfois, quand tu vas filmer la police, tu sais pas ce qui peut se passer. Le policier peut prendre ton téléphone et le jeter, mais si tu le filmes avec cette application, la vidéo est envoyée en direct, en fait. Et c'est... Voilà, si jamais vous voyez des cas de violence policière ou de bavure, il faut vraiment pas hésiter à l'utiliser si vous êtes en France ou en Belgique. Dans les autres pays, je sais pas si elle fonctionne, mais... Alors, il y a eu des cas en France
Il y a eu des cas assez édifiants de journalistes qui ont été tabassés par la police dans le cadre de leur fonction. C'est de plus en plus difficile pour les journalistes de faire leur travail, certains se font insulter. C'est aussi le cas parfois même pour des gens qui font partie de la Ligue des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'en France on a atteint une telle situation que les médics qui soignent des gens manifs peuvent se faire frapper, des journalistes peuvent se faire frapper. On a déjà vu des avocats qui, quand ils manifestaient, se faisaient arrêter ou frapper. Enfin, j'en rigole, mais c'est absolument pas drôle. Hein. C'est dire à quel point on est en train de tout accepter. Ça peut être difficile pour des journalistes de faire leur travail, particulièrement quand il s'agit de filmer la police en manifestation, étant donné que je pense qu'en Europe de l'Ouest, on est un des pays les plus répressifs. Cette réalité de la police française, nous, on la vivait déjà avant dans les manifestations. Les habitants des quartiers populaires, eux, la vivent au quotidien, depuis toujours. C'est aussi le cas pour les clubs de supporters ultra, enfin de supporters d'ailleurs de manière globale. Mais je pense que les Gilets jaunes ont permis de visibiliser ce qu'est vraiment la police française. C'est-à-dire que on sortait de l'attentat de Charlie Hebdo où les policiers étaient automatiquement des héros, etc. Et là, avec 19 ou 20 personnes éborgnées, des journalistes fracassés, des médics, etc., qui se prennent des grenades, les gens ont commencé à se rendre compte aussi ce que c'est que la réalité de la police française. Si on prend les médias mainstream, c'est très compliqué. On a maintenant des chaînes qui appartiennent directement à l'extrême droite, dont un milliardaire qui s'appelle Bolloré, qui est un néofasciste qui a en partie financé la campagne d'Éric Zemmour, qui est encore plus radicale que Marine Le Pen. Cette personne-là a racheté un groupe qui s'appelle Lagardère. Il est aujourd'hui propriétaire d'un consortium de médias très important, à la fois dans la presse écrite, dans l'édition, dans la rédaction de journaux et de différents médias, y compris le groupe Canal+, une partie d'Universal Music. Ça, je pense que c'est quelque chose auquel on va être de plus en plus confronté. C'est-à-dire que Bolloré, c'est un petit peu notre Berlusconi. Et de manière générale, de toute façon, les contre-pouvoirs au sein de la presse mainstream sont quasiment inexistants. Il y a quelques reportages que tu peux retrouver sur le service public, parfois sur Arte ou sur France Télévisions, mais globalement, c'est très très difficile de faire entendre notre voix. Sur un média, une chaîne d'info qui est un petit peu moins, entre guillemets, fasciste que CNews, mais quand même pas très loin, comme BFM, notre temps de parole il sera limité à peut-être 30, 40 secondes ou une minute. Concernant les médias du mouvement social, alors je pense qu'on a à la fois une page de relais et un média dans notre cas. Il y en a de plus en plus quand même qui ont émergé, notamment avec le mouvement des Gilets jaunes. Je pense, il y en a qui sont là historiquement depuis beaucoup plus longtemps que nous. Par exemple, Contre-Attaque, qui s'appelait avant Nantes Révoltée, qui pour le coup fait un travail très 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 important, à la fois dans la création de revues, dans la création d'autocollants et des médias à une fréquence qui est extrêmement régulière. Par la suite, il y a eu d'autres médias autonomes et indépendants qui ont commencé à naître dans certaines villes. Il y en a un autre qui est plutôt lié à la France Insoumise, qui s'appelle Le Média, qui fait quand même un travail d'investigation qui n'est pas inintéressant. On a la chance d'avoir Mediapart, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui fait de l'investigation aussi. Et un nouveau média qui s'appelle Blast, pareil, qui sont quand même des médias qui sont relativement suivis. Maintenant, dans notre cas, en tant que média autonome et qui assume une ligne qui est réellement révolutionnaire, parce que les médias que j'ai cités avant appartiennent quand même plus ou moins à des groupes, ou en tout cas sont sur une ligne qui est peut-être un peu moins radicale que la nôtre. Il y en a quelques-uns qui peuvent être spécialisés sur l'écologie, parfois sur l'antiracisme, ce serait long de tous les citer. Malheureusement, comme on existe principalement sur Internet, on est dépendant des GAFA, des algorithmes, et dans notre cas, en assumant une ligne radicale, on n'est pas à l'abri qu'un jour notre page elle saute. On a déjà été shadowban sur Facebook plusieurs fois, ce qui fait que notre algorithme a littéralement baissé. Il nous est arrivé aussi, là c'est notre compte TikTok qui est menacé de suppression. Et malheureusement, tôt ou tard, on a peur que notre compte Instagram, qui est probablement notre page la plus suivie, saute. Et on ne sait pas trop quoi faire contre ça, parce que même en ayant un site internet en fait, ou un groupe Telegram, c'est malheureusement pas suffisant pour le moment. Alors je pense que nous, dans notre point fort, qui est aussi peut-être parfois un peu notre faiblesse en tant que cerveau non disponible, c'est le fait qu'on est tous bénévoles. On ne touche pas d'argent sur les contenus qu'on produit. C'est-à-dire qu'on a tous une vie à côté, on travaille tous,
on reste anonyme, en tout cas en apparence. Il y a des gens qui sont proches de nous, qui savent qui on est. On se doute que les renseignements et la police savent très bien quelles sont nos identités. Mais on se préserve de ça parce qu'en plus, on part du principe que c'est pas très important de savoir qui est derrière cette page. Et cet anonymat permet aussi d'être participatif. C'est-à-dire que nous, si un collectif va dans notre ligne et manque parfois de visibilité, par exemple comme c'est le cas sur les violences policières, sur certaines luttes locales, plus particulièrement dans le cadre de l'écologie, ou même de certaines grèves qui demandent qu'à être visibilisées, on peut leur filer un coup de main. Je pense que le fait de ne pas avoir de contrôle direct, dans notre cas, c'est quand même quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'on peut affirmer justement cette ligne. Dans le cadre des médias que je t'ai cités, qui sont peut-être un petit peu plus sociodémocrates, mais qui font parfois du travail d'investigation parce qu'ils ont des médias directs, ils ont plus de chances de se manger des procès, parfois même des coups de pression de certains milliardaires, de certains milliardaires qui veulent les faire taire. Moi, je dirais que la presse indépendante a quand même un avenir, particulièrement sur Internet, et que c'est des outils qu'on n'investit pas suffisamment, je pense, dans les milieux de gauche. C'est surtout le plus difficile. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, en tout cas, c'est ce qui fait que j'ai rejoint Cerveau Non Disponible, c'est le fait de pouvoir aussi faire de la vulgarisation. C'est-à-dire qu'une partie du public qu'on va toucher sur Facebook, c'est plutôt des anciens gilets jaunes ou des gens qui se revendiquent toujours comme gilets jaunes, qui n'est pas forcément le profil de militant type qu'on attend. Sur Instagram, il y a effectivement des gens qui, je pense, sont de sensibilité de gauche, m'ont touché énormément de jeunes. Et quand je parle autour de moi, je suis assez content de voir que je suis suivi plutôt par des gens qui ne sont pas vraiment militants et que les gens militants me disent « moi je vous suis ». Mais je suis plus à la recherche de quelque chose de plus concret, d'un long article. Ça nous arrive aussi de faire des longs articles en parlant de géopolitique, mais je trouve ça intéressant de pouvoir jongler entre les deux. Maintenant, sur la question vraiment des difficultés que peuvent rencontrer les médias indépendants, moi je parlerai qu'en notre nom. Je pense que le fait d'être dépendant des GAFA, de ne pas forcément avoir le même budget que nos ennemis en fait, pour pouvoir diffuser nos informations est problématique. Et peut-être aussi que nous, on est peut-être un peu trop seuls justement à le faire. Et moi, j'encourage un maximum les gens à prendre ce genre d'initiatives. Faites des comptes TikTok, soyez le plus simple possible. Mais je pense que la communication et l'information, c'est vraiment un des nerfs de la guerre. Même si ça n'empêche pas le travail de terrain aussi, parce que ça, c'est peut-être aussi une des faiblesses des médias indépendants, c'est-à-dire qu'ils ont beau être de plus en plus suivis, ça se matérialise pas forcément dans la rue. En fait, les gens vont pas forcément dans la rue, malgré le fait qu'ils suivent tel média, qu'une vidéo va faire 100 000 ou 1 million de vues. Le problème, c'est qu'on n'aura pas forcément les dizaines de milliers de personnes qui ont regardé ces vidéos tout de suite dans la rue. Donc, c'est important d'avoir des médias, mais ça n'empêche pas qu'il faut un travail de terrain en parallèle, je pense. Après, émotionnellement, des fois, c'est difficile, parce que je pense que vous avez le même problème. Il y a les attaques de trolling. Nous, dans notre cas, c'est l'extrême droite, c'est la police, c'est des faux profils, des bots qui sont programmés pour répondre sur certains mots-clés. Et des fois, les faux profils avant étaient quand même beaucoup plus facilement identifiables. Maintenant, sur Facebook, il faut reconnaître que c'est très, très, très bien fait. Et sur certains sujets, c'est évident, que ce soit la question des migrations ou dès que ça touche au conflit russo-ukrainien, on va se manger des dizaines et des dizaines de trolls. Et des fois, c'est vrai que recevoir des menaces ou des insultes à longueur de journée, ça peut être très fatigant. Et nous, c'est aussi pour ça qu'on se préserve en restant anonyme. Et moi, je ne dis pas aux gens de rester anonymes, mais par contre, si vous vous exposez à titre individuel ou personnel en montant un média, faites quand même très attention à vous, surtout par les temps qui courent.